Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition, nous sommes le mardi 10 novembre, voici les titres. La grève aujourd'hui dans le primaire et le secondaire, plusieurs syndicats d'enseignants dénoncent un protocole sanitaire insuffisant dans les établissements. Non content des dernières annonces du gouvernement concernant les lycées, certains élèves étaient également mobilisés. Invité Sacha Algan du syndicat lycéen de la Fidèle. Alors que deux laboratoires annoncent des résultats prometteurs pour un vaccin contre le Covid-19, des solutions plus locales émergent aussi à Fontenay-le-Fleury. Une entreprise a conçu deux machines capables d'éliminer le virus dans une pièce ou sur de petits objets découvertes. Et puis le Drive fait son retour dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Malgré le confinement, vous pouvez continuer à emprunter ou rendre des documents. À la veille des commémorations du 11 novembre, focus également sur Mémoire d'homme. C'est une application pour connaître et se souvenir des poilus morts pour la France. Plusieurs syndicats d'enseignants appelaient à la grève ce mardi dans le primaire et le secondaire, en cause les protocoles sanitaires jugés insuffisants dans les établissements. Dans une bataille des chiffres autour de cette mobilisation, l'Éducation nationale annonce un peu plus de 10% de grévistes dans le secondaire, moins de 9% dans le primaire. Côté syndicat, on avance 20% de grévistes en moyenne, 45% au collège. Et à Mantes-la-Jolie, une délégation de parents d'élèves et de professeurs ont été reçus par le sous-préfet Astrid Bergère. Ils sont venus exprimer leur colère et leur ras-le-bol face aux incohérences autour du nouveau protocole sanitaire. Enseignants, retraités de l'éducation nationale ou encore parents d'élèves, ils étaient près de 40 devant la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie ce mardi, alors qu'une délégation était reçue par le sous-préfet. Le constat, c'est que chacun se débrouille avec les moyens du bord. Et ça me pose un vrai problème, parce qu'on connaît la pandémie depuis le mois de mars. Et que, à mon sens, toutes les mesures depuis le confinement, elles sont au coup par coup dans l'urgence et il n'y a pas d'anticipation sur la gestion du temps scolaire. En tant que maman d'élève, on demande à ce qu'il y ait une réorganisation des espaces, des lieux, les travaux nécessaires pour qu'il y ait suffisamment de sanitaires pour le lavage des mains, des masques gratuits pour les enfants. Les parents d'élèves souhaitent surtout le maintien de l'école au quotidien. Pour les professeurs, malgré les nouveaux protocoles, peu de changements sont visibles. Hier, j'étais dans une petite salle de 40 mètres carrés maximum et j'avais une classe à 29 élèves. Voilà, donc tous entassés, des élèves de 3e, des costauds, des grands, et à peine la possibilité de circuler. L'heure suivante, les élèves partaient dans une salle de physique, une salle spécifique, et c'est un regroupement de deux classes qui venaient dans la salle où j'étais. Donc voilà, le brassage, il est là. Une situation à laquelle tous souhaitent mettre un terme et enseigner dans de meilleures conditions. Pendant l'entretien, le sous-préfet semble avoir écouté attentivement la délégation. Il a dit qu'il ferait remonter ces informations. Et pour continuer de parler de cette actualité, je suis avec Sacha Algan. Bonsoir par téléphone. Bonsoir. Président du syndicat lycéen de la Fidèle, vous êtes élève de première au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. Alors depuis la rentrée, les lycéens sont mobilisés pour dénoncer les protocoles sanitaires dans les lycées. Le hashtag notamment Balance ton protocole a été vu dès la semaine dernière sur les réseaux sociaux et vous étiez aussi mobilisé aujourd'hui à l'occasion de cette journée de grève nationale. Est-ce que le mouvement a été suivi d'ailleurs par de nombreux lycéens dans les Yvelines et en Ile-de-France ? Effectivement, le mouvement aujourd'hui a été suivi par un bon nombre de lycéens et surtout par beaucoup de professeurs qui ont été grévistes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de lycéens surtout qui ressentent aujourd'hui le devoir de soutenir les corps professoraux qui leur enchaînent tous les jours et qui prennent eux le risque d'affronter le virus chaque jour et pour nous enseigner. Donc nous, on leur est redevable d'au moins les soutenir et leur montrer tout notre soutien. Alors concernant les lycées justement, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est exprimé il y a quelques jours. Il a fait des annonces, annulation des épreuves communes du baccalauréat qui sont remplacées par le contrôle continu. On va en parler juste après, mais d'abord je voulais vous faire réagir sur la mise en place d'un enseignement dit hybride dans les lycées, 50% de cours en présentiel, 50% en distanciel. C'est des mesures qui ne sont pas suffisantes, le protocole n'est pas suffisant pour vous ? Alors déjà, il faudrait revenir déjà sur qu'est-ce que le distanciel. Le distanciel, il n'est pas comme on pourrait le penser par visioconférence, parce que le professeur ne peut pas faire du cours en visioconférence et en présentiel aux élèves. C'est une mesure qui n'est pas applicable dans l'établissement scolaire aujourd'hui. Par exemple, dans le mien, je peux vous citer comment ça se passe. Alors, comment ça se passe dans mon établissement aujourd'hui, les élèves sont chez eux, ils ont des devoirs à faire chez eux, ils les font chez eux, et puis ils font le point avec les professeurs. Donc on prend un retard pas possible. C'est pour ça qu'il y a un allègement aussi qui est demandé des programmes. Mais bon, le ministère semble faire sourd d'oreille.
Sur les cours en distanciel, je crois que votre syndicat dit que ça peut aussi creuser les inégalités, c'est ça? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on le sait, et ça s'est révélé pendant le confinement, il y a des élèves qui n'ont pas les outils numériques pour assister aux cours en distanciel et sur les classes Zoom, comme ça s'est fait pendant le confinement pour bon nombre des lycéens de France. Ce que nous, on reproche au gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas mis les choses en place et ils n'ont pas pris les dispositions qui permettaient à ce que ces élèves puissent suivre un enseignement qui est digne de ce nom-là. Et nous, c'est ce qu'on reproche au gouvernement. Quelles sont les solutions que vous proposez tout en maintenant ce protocole, en trouvant le juste équilibre, on va dire, pour que oui, les protocoles soient respectés? Quelles peuvent être les solutions? Les solutions, je pense qu'on est sur un dédoublement des classes qui suffit pas. Je pense que le gouvernement doit prendre une mesure qui est beaucoup plus forte. Si je devrais aller jusqu'à dire qu'il faut une fermeture d'établissements scolaires, je pourrais peut-être y aller. Et je me tendrais plus sur cette piste-là qu'une autre. Je pense qu'on a aujourd'hui des résultats qui sont beaucoup trop importants par rapport aux risques que l'on peut prendre. 60 000 cas de coronavirus, c'est énorme. J'ai des profs pour ma part qui sont en réanimation, d'autres qui sont hospitalisés et un d'ailleurs proviseur d'établissement qui est hospitalisé. C'est des choses qui sont plus tenables, c'est un rythme qui est trop effréné. Les cours continuent comme si de rien n'était, alors qu'à côté, il y a des gens qui autour de nous tombent malades, il y a des situations qui ne sont pas soutenables en fait pour le corps enseignant, le corps professoral qui sont en danger aujourd'hui, et il faut que le ministre et le ministère les écoutent et prennent les dispositions adéquates. Alors concernant le bac, je disais, les épreuves communes sont annulées, remplacées par du contrôle continu. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, d'autant que ce contrôle continu pourra se faire notamment en partie à distance? Alors, s'il se fait à distance dans les conditions telles quelles, alors là, on est vraiment sur quelque chose qui va pas faire, quoi, parce que en fait, tous ces systèmes-là, il va être démonté de la simple manière que on pourra pas effectuer d'évaluation à distance, tout simplement, parce que la tricherie sera beaucoup trop simple et le réel suivi pédagogique ne pourra pas être assuré. Je pense que ça s'est prouvé pendant le confinement. On parle d'un contrôle continu, il y a un flou pas possible autour de tout ça, de toutes les mesures qui ont été annoncées. D'ailleurs, des mesures qui ont été annoncées sans la concertation des syndicats de la FDPE, de la SNES-FSU, ni de mien de la FIDEL. Je pense qu'il y a un vrai fossé, entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats. C'est vraiment quelque chose qu'il faut régler. Et il y a un dialogue qui est rompu et il faut arranger ça parce que c'est pas possible qu'il y ait des mesures qui soient prises sans qu'il y ait une concertation qui soit prise avec les syndicats en fait concernés. Sacha Algan qui était avec nous par téléphone, merci. Merci à vous. Président du syndicat lycéen de la FIDEL et élève de première au lycée Saint-Exupéry, c'est à Mantes-la-Jolie. Dans le reste de l'actualité, 4 mineurs placés en garde à vue à Élancourt. Ils sont entendus par les forces de police suite à la violente rixe de samedi dernier au parc des Coudrais. Un adolescent de 15 ans avait été poignardé au thorax. Ce sont ces jeunes à leur initiative qui se sont rendus à la police pour s'expliquer sur les circonstances de l'incident. Ils assurent n'avoir fait que se défendre lors de cette bagarre. Les premiers éléments de l'enquête parlent d'un affrontement sous fond de rivalité entre bandes rivales de quartier élancourtois. La victime a été opéré à l'hôpital Percy de Clamart, mais toujours plongé dans le coma. Ses jours sont toujours en danger. L'actualité, c'est aussi le Covid-19 avec cet espoir autour d'un possible vaccin. Hier, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé un candidat vaccin qui était efficace à 90%. Une ultime phase de test est en ce moment en cours. En attendant d'en savoir plus, des solutions plus locales émergent pour nous aider aussi à contrer ce virus, dont une innovation made in Yvelines. Elle est née du côté de Fontenelle-Fleury. Une entreprise a conçu 2 machines tueuses du virus. La première dans une pièce entière, la seconde pour de petits objets. Découvertes avec Bichente Maria Santisteban. Une machine tueuse de coronavirus, c'est le projet mis au point par cette entreprise de Fontenay-le-Fleury. Elle a choisi de chercher des solutions pour aider à lutter contre l'épidémie de la Covid-19 en mettant son activité première de côté. Il y a 2 machines qui ont été créées. La première, c'est la lampe UV Storm, qui a été conçue pour pouvoir pouvoir désinfecter des pièces, par exemple une salle de réunion, un cabinet de médecin, une salle d'école, qui utilisent des néons UVC qui viennent bombarder entièrement toute la pièce. La deuxième machine, elle a été créée au cours d'une rencontre. On proposait notre lampe à un opticien qui nous a exprimé son besoin, lui, de pouvoir désinfecter des petits objets. On a créé l'UV Box, qui est un boîtier de 18 litres qui permet de pouvoir désinfecter en 30 secondes
les objets qui sont placés dedans. La technologie utilisée est la diffusion de rayons UVC, à manier avec précaution car potentiellement dangereux pour l'homme à forte exposition. Les UVC sont efficaces contre tout ce qui va contenir de l'ADN. Les virus, les bactéries, les spores, les champignons. On a une dizaine d'années d'études médicales qui ont été menées sur différents germes pour déterminer les doses nécessaires pour désactiver et tuer différents pathogènes. Pour l'instant, une dizaine de lampes UV Storm ainsi que 5 UV Box ont été assemblées au sein même de l'entreprise. Elle souhaite prioriser la production sur le territoire. Nous, c'est important de pouvoir travailler le plus possible localement, d'avoir le plus possible de la production et de la recherche et de l'ingénierie qui est faite ici. L'entreprise travaille actuellement sur un 3e produit, adapté aux particuliers, notamment les ménages avec enfants. Mais ces machines ne sont pas des solutions miracles, et doivent être utilisées en complément des principaux gestes barrières. Elle est régulièrement saturée aux heures de pointe et cause de gros bouchons sur l'autoroute A13. La sortie numéro 7 va faire l'objet de modifications, décision validée lors du dernier conseil départemental des Yvelines. La bretelle qui permet de rejoindre la départementale 113 en direction de Poissy ou d'Orgeval va être dédoublée. Un aménagement complété par la réalisation d'une nouvelle boucle pour se rendre vers le centre-ville de Poissy et un rond-point à l'entrée de Villennes-sur-Seine. Un dossier élaboré avec la Société des autoroutes Paris-Normandie. Coup d'envoi des travaux espérés en 2025 pour une mise en œuvre en 2026, coût total estimé à 14 millions d'euros. D'après les données de plusieurs opérateurs, les Français se déplacent 2 à 3 fois plus que lors du premier confinement. Des déplacements qui se font notamment en voiture. Et contrairement au printemps, les contrôles techniques des véhicules continuent. Vous devez donc être en règle. Pourtant, les centres agréés constatent une baisse d'activité en cause le manque d'informations. Regardez ce sujet d'Éléonore Sinoquet et de Patrick Jacques de Dixmude. C'était l'anniversaire, le mois de novembre, donc voilà, je suis venu au mois de novembre. D'accord. Donc il n'y a pas de... Sur quoi je pense qu'il laisse un délai, non? Je n'ai entendu aucune information là-dessus, donc je supposais que c'était comme d'habitude. Des interrogations, des suppositions, du flou en résumé. C'est bien ce qui préoccupe les centres de contrôle technique en ce moment. Pendant le premier confinement, la règle était claire. Les véhicules qui devaient passer cet examen de contrôle avaient droit à un report. Pour le deuxième confinement, le contrôle technique doit obligatoirement être fait dans les temps. On s'aperçoit que l'ensemble des centres sont relativement peu fréquentés parce que les clients ils sont peu informés. L'information du contrôle technique, qui est considéré comme un commerce essentiel, a du mal à passer parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Quand on était au confinement du printemps 2020, alors c'était très différent parce que les centres, même s'ils pouvaient rester ouverts, ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs salariés et de leurs clients parce qu'ils n'avaient pas tous les équipements qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est le cas. Gants, masques, barrières en plexiglas ou encore désinfection de la salle d'accueil. Le centre Autovision de Bois d'Arcy a mis en place un protocole sanitaire renforcé. Il favorise également les prises de rendez-vous en ligne ou par Internet. Au jour d'aujourd'hui, le client, il est obligé de venir sous peine d'une amende de 135 €. La seule précaution qu'il faut prendre, c'est de venir avec une attestation de déplacement dérogatoire, où on coche la case 2, qui est commerce essentiel, où on coche la case 7, qui est convocation pour se rendre dans un service public. Et le contrôle technique est un service public. Malgré tout, une baisse d'activité conséquente se fait sentir chez les professionnels du contrôle technique. Guillaume Clavel l'assure, d'ici peu, il devra recourir au chômage partiel pour une partie de ses équipes, au moins 20%. Ce lancement en période de confinement prévu pour le 20 novembre prochain, c'est l'application Shopping Sky. Il s'agit d'un marché virtuel avec l'ensemble des commerçants des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif, pouvoir proposer en ligne les produits des commerces basés dans l'agglomération. Pour ce faire, la start-up Commercia a été choisie pour développer cette solution. Écoutez ces explications recueillies par Nicolas Dandry. C'est mettre à disposition des commerçants une application qui est une application gratuite pour eux et qui va permettre, en principe, de les aider dans la période actuelle. Elle permet pour les clients d'avoir dans leur poche l'ensemble des commerces de Saint-Quentin et pour les commerces d'être en contact, effectivement, d'être une boutique en ligne en quelque sorte et être en contact avec leurs clients. Depuis samedi dernier, Saint-Quentin en Yvelines a décidé de rouvrir ses médiathèques uniquement en drive. Ce service permet d'assurer une continuité pour les adhérents et ce pendant le confinement. Les précisions avec ce sujet de Célia Gatsongo.
Les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines doivent s'adapter face à ce deuxième confinement. Comme pour le premier, un service de drive s'est mis en place depuis samedi 7 novembre. Les adhérents vont sur Internet pour réserver en ligne jusqu'à 5 documents par carte, puis ils viennent les récupérer directement à la médiathèque de leur choix. On a réussi à conserver le système de réservation volante d'une médiathèque à l'autre, c'est-à-dire qu'un adhérent peut faire sa réservation sur un document du Canal ou d'Anatole France et le faire venir ici au 7 mars. Voilà, à partir de là, comme d'habitude, quand on le reçoit, on envoie un mail et les adhérents viennent le chercher sur les heures d'ouverture. La médiathèque des 7 Mars à Élancourt est ouverte en drive le jeudi de 15h à 18h et le samedi de 10h à midi et de 15h à 18h. Livres, DVD ou encore CD, vous pouvez très bien venir chercher des documents comme en rapporter. Pour la réservation, merci. Et puis pour les retours, vous pouvez glisser vos documents ici. Voilà. Merci, madame. Une fois rendus, les emprunts seront mis en quarantaine pendant 3 jours. Ce service de drive permet à la médiathèque de maintenir son bon fonctionnement. C'est bien pratique, surtout en période de confinement, quoi. Pour moi, c'est primordial. La bibliothèque, c'est mon lieu de récréation, si je peux dire. Bon, je préfère y aller, évidemment, pour choisir moi-même. Mais là, qu'on ait pu avoir cette possibilité-là de rechoisir des ouvrages, enfin, peu importe. Là, je suis venue chercher un DVD. En plus, sans rendez-vous, même si c'est à des créneaux restreints, mais c'est bien. Certaines médiathèques s'organisent sur rendez-vous comme celle du Canal à Montigny-le-Bretonneux ou du Château à Plaisir. Dans ce cas, il faudra réserver un créneau horaire par téléphone ou dans la rubrique Agenda de la e-médiathèque. Simone Veil, Rosa Parks ou encore Thomas Pesquet, voici comment pourrait être baptisée prochainement la nouvelle école des Hauts du Moulin à Villepreux. Dans l'ordre, l'astronaute, la femme politique et la figure de la lutte contre la ségrégation raciale sont arrivés en tête d'une consultation citoyenne lancée dans la commune pour donner un nom à cet établissement qui ouvrira ses portes en janvier prochain. Le nom Les Hauts du Moulin a été placé, lui, en 4e position. 1700 personnes ont voté par Internet, par courrier et également par mail du 5 au 18 octobre. Les 4 noms seront départagés par un vote lors du conseil municipal de Villepreux. La séance est programmée le 16 novembre prochain. Et demain mercredi, ce sera le 102e anniversaire des commémorations de l'armistice de 1918 qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Pour ce 11 novembre, beaucoup de célébrations seront à huis clos ou à suivre en ligne, crise sanitaire oblige. Mais si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire des poilus morts pour la France, il existe une application, c'est Mémoire d'Homme, qui a été créée en 2016, une manière de transmettre la mémoire, mais aussi de sauver les sépultures de ces soldats. Interview express avec le concours de Mélanie Poquet. L'application Mémoire d'Homme, c'est une application qui est téléchargeable sur tablette et smartphone que le Souvenir français a mis au point pour géolocaliser les tombes de morts pour la France dans les cimetières communaux. On s'est rendu compte que la tombe, ça pouvait vraiment être un lieu de mémoire, une sorte de voyage mémoriel de proximité pour les scolaires du village, pour les villageois autour même, et qu'en fait la tombe, c'est vraiment le croisement de 3 mémoires. C'est à la fois une mémoire familiale, une mémoire locale, donc enracinée dans le territoire, et en même temps une mémoire nationale, puisque le mort pour la France est mort pour la France au milieu d'une guerre qui a impacté tout le pays. Le Souvenir français, notre mission, c'est vraiment les morts pour la France, donc ceux qui ont eu la mention, qui a été créée en 1915. Quand vous téléchargez l'application, que vous êtes dans le cimetière, vous vous retrouvez sur Google Earth, et à l'emplacement de chaque tombe de soldats morts pour la France, vous avez une petite cocarde tricolore, et vous cliquez dessus, et quand vous cliquez dessus, vous avez la fiche matricule du soldat, vous avez une biographie d'une 20aine de lignes, plus ou moins dense en fonction de la densité de sa vie, et vous avez quelques photos. Donc c'est un vrai travail d'historien qui a été mené surtout pour les soldats de la Grande Guerre. C'est vraiment un travail de dentelle. Chaque délégué général ou chaque président de comité local du Souvenir français va voir le maire et essaye de le convaincre. En général, les maires sont assez convaincus. Et je dois dire que les Yvelines, c'est vraiment un département très important pour nous, parce que sur les 26 cimetières qui sont actuellement sur l'application, il y en a quand même 8 qui sont dans le département des Yvelines.
Et puis avant de vous laisser, le départ a été donné depuis les Sables d'Olonne dimanche dernier. La 9e édition du Vendée Globe bat son plein. Et parmi les 33 skippers en lice, le rambolitain Louis Burton sur Bureau Vallée 2. 3e participation pour lui après sa 7e place en 2016-2017. Au dernier pointage et à l'heure où je vous parle, 18h22, il est 25e au large de la péninsule ibérique. Louis Burton, qui avait franchi la ligne de départ quelques secondes trop tôt, s'est vu infliger une pénalité de 5 heures par les organisateurs. Louis Burton a adopté une nouvelle stratégie, celle de mettre le cap à l'ouest. Écoutez ses explications. Nous sommes en train de filer vers l'ouest. Et en fait, on file vers l'ouest parce que il y a un front à passer. Il va être un peu fort, mais ensuite qui nous permet de nous positionner bien pour la suite, avec une dépression qui se balade, qui fait du yo-yo pour l'instant entre les Canaries et les Açores. Mais moi j'ai envie de parier qu'elle va rester un petit peu dans l'est et j'aimerais bien passer à son ouest. Voilà pourquoi on fait route vers l'ouest avec Bureau-Vallée. Le Vendée Globe, surnommé l'Everest des mers, va conduire les skippers dans un tour du monde à la voile qui va durer environ 3 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information locale revient en direct jeudi à 18h et c'est avec Mélanie Poquet. Belle soirée avec TV78.